Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Et oui, ça y est, on y est. Dune sort au cinéma cette semaine. Enfin, ça fait du bien de pouvoir aller le voir bientôt et de pouvoir le voir. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, peut-être avant le film, peut-être après le film, mais en tout cas, ça fait du bien de pouvoir voir enfin ce film. C'est vrai que ça a une saveur particulière pour moi, puisque ça fait maintenant longtemps, presque plus d'un an que je travaille sur Dune. Et donc ça y est, j'ai pu voir le film. Vous allez aussi pouvoir le voir très prochainement. On fait un podcast un peu spécial. Ça va être un podcast entre la critique et le débat. Pour la première fois, j'ai décidé d'avoir trois intervenants et nous allons parler du film Dune. On l'a tous les trois vu. Certains l'ont vu au Grand Rex, d'autres l'ont vu dans des projections presse. Évidemment, on ne spoilera pas l'intrigue, en tout cas presque pas. Si vous n'avez jamais lu Dune, ou si vous n'avez encore jamais vu un des Dunes, évidemment, on vous recommande peut-être d'attendre un petit peu. Si vous avez déjà lu Dune ou que vous avez vu le film de David Lynch et donc vous voyez bien quelle est l'histoire, le concept et compagnie, vous pouvez nous écouter, il n'y a pas de spoiler, on a vraiment fait attention pour ne pas divulgacher le film que vous allez voir très vite. Quelques autres petites informations, alors ça y est, on a sorti tout sur Dune, le MOOC Dune est maintenant épuisé, on en a écoulé presque 15 000. C'est totalement incroyable et ça me permet de remercier une nouvelle fois les contributeurs du MOOC, ceux qui ont participé au crowdfunding et qui ont vraiment permis cette aventure exceptionnelle. Donc le MOOC est mort, vive le MOOC. On a maintenant Tout sur Dune qui est le MOOC en version beau livre, donc un peu plus gros, avec 50 pages supplémentaires, avec des images qui ont été retravaillées et qui est maintenant dans toutes les librairies. Évidemment, pour ceux qui ont déjà lu le MOOC, alors si vous avez été contributeur du MOOC Dune, vous avez reçu les ajouts et les PDF. Pour ceux qui ont le MOOC mais qui n'ont pas reçu les ajouts et les PDF, vous pouvez me contacter à travers les réseaux sociaux et évidemment, on peut toujours s'arranger pour transmettre quelques petites informations. Voilà. Autre chose qu'on va faire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y a le Festival Dune. Alors le Festival Dune, c'est 2 jours, c'est un week-end. On va avoir en tout 8 tables rondes qui vont analyser ce classique de la SF, le film de Denis Villeneuve. On va pouvoir projeter le film donc de Villeneuve à chaque fois à 18h le samedi et à 18h le dimanche. Donc n'hésitez pas, toutes les informations sur le site C'est plus que de la SF. Vous le savez, il y a un nouveau site internet, c'est plus que de la SF.com. Vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts, mais aussi les événements, le Dune Tour, puisque je fais des dédicaces dans toute la France. Voilà, donc désolé, j'ai été assez long, c'est rare que je parle autant dans une introduction, mais c'est vraiment une semaine un peu particulière. Alors, pour parler du film Dune, nous sommes accompagnés de 3 personnes. Les auditeurs en connaissent déjà 2. Il y a Mehdi Hachouch. Mehdi Hachouch, il est maître de conférence en cinéma anglophone à l'Université de Paris 13. Il est rédacteur de l'article et Dune entra sur les campus américains. Et il était déjà venu sur le podcast pour l'épisode sur Tron. Voilà, l'épisode numéro 8. N'hésitez pas à écouter cet épisode. Il est accompagné de David Meulmans. David Meulmans, il est éditeur aux Forges de Vulcain. Il est créateur de cette maison d'édition. Il est spécialiste d'Ursula Le Guin. Il est venu 2 fois sur le podcast. Une fois pour analyser La main gauche de la nuit et l'autre fois pour analyser Les Dépossédés. David a évidemment participé au MOOC Dune. C'est lui qui a fait le portrait de quasiment tous les personnages. Et enfin, on a un petit nouveau, Rodolphe Casso. Rodolphe Casso, il est journaliste cinéma chez Écran Total. Écran Total, c'est un magazine de presse spécialisé. Donc Rodolphe est très habitué à interviewer les différents patrons de studios en France. Il est aussi auteur de science-fiction. Il a écrit entre autres Necropolitans chez Critique. Donc c'est un roman de zombies qui est très bon. Il a aussi rédigé pour nous l'article un peu humoristique et très uchronique Et si le Dune de Jodorowsky était sorti au cinéma. Voilà, donc on a 3 invités qui sont venus en partie sur le podcast, mais qui ont vu le film de Denis Villeneuve, et on va maintenant dire qu'est-ce qu'on a pensé. C'est plus que de la SF spéciale Dune de Villeneuve, je suis très touché de pouvoir le dire. Ça commence dès maintenant. Bonne émission, et n'hésitez pas, on échangera sur le film au fur et à mesure de sa sortie.
jour naîtra un être de légende. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. On va commencer avec toi, Rodolphe. Est-ce que tu peux nous dire, avant de donner ton avis sur le film, dans quel contexte sort Dune et peut-être les enjeux de ce film pour un studio comme la Warner? Alors, déjà, il y a un premier enjeu qui est même au-delà de la Warner, mais c'est que tout simplement, Dune, c'est le premier blockbuster de la rentrée, et c'est le premier blockbuster qui arrive après un retour, pas à la normale, je parle de la pandémie de Covid évidemment, mais il y a un enjeu de marché, c'est-à-dire qu'on a vu le blockbuster de l'été, c'était Fast and Furious 9, qui a fait 700 millions de dollars à l'international, alors que c'était un film qui était censé dépasser le milliard. Là, on a une situation qui s'améliore un petit peu de semaine en semaine avec les États-Unis qui commencent à refaire des scores pas mal. Et en France, on a vu cet été quelques films scorés correctement. Là, l'enjeu pour Warner, c'est déjà de montrer qu'elle est capable, enfin qu'elle porte un film qui va pouvoir déjà rentrer dans ses frais pour elle, mais peut-être aussi tirer le marché vers le haut pour tout le monde. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il y a aussi un autre enjeu pour Warner qui est celui de rentabiliser ce film pour pouvoir certainement faire une suite derrière. Enfin, la suite est annoncée, mais pour l'instant, elle n'est pas confirmée. Et puis un dernier enjeu qui est celui de placer Denis Villeneuve sur la carte des réalisateurs incontournables, comme avant Christopher Nolan, pareil chez Warner, est devenu avec plusieurs films, et là je parle même pas de Batman, qui a un statut particulier, mais des films comme Interstellar, comme Dunkerque, comme Inception évidemment, est devenu un autre, comment dire, pour Warner, c'est un Villeneuve comme Nolan sont des gars qui font des blockbusters d'auteur. Et ça, c'est très important pour eux. Avec Villeneuve, ce qu'il a fait sur Blade Runner et ce qu'il a fait, en tout cas probablement sur Dune, même s'il faut attendre les chiffres, c'est un travail de blockbuster d'auteur. Et c'est ça qui est important. C'est un mec sur lequel il mise beaucoup. Voilà. Donc c'est ça tous les enjeux pour Warner et pour le cinéma mondial aussi, quoi. Dune, c'est le gros blockbuster qui va sortir avant James Bond, qui sera le gros indicateur de est-ce que le cinéma refait les entrées qu'il pouvait faire avant, ou est-ce qu'il s'en approche. Voilà. Super, alors merci pour cette courte introduction. On va maintenant peut-être passer aux avis de chacun sur le film et puis après on débattra ensemble. On va peut-être commencer avec toi Mehdi parce que tu as eu la chance de le voir avant nous. Nous on était dans la même salle avec David et Rodolphe, donc on était à l'avant-première au Grand Rex, mais toi tu as pu le voir avant dans les avant-premières presse. Je sais que je crois que tu as aimé mais que tu as aussi des points critiques. L'objectif est bien sûr de ne pas spoiler le film, donc il va falloir faire un petit exercice pour chacun, de ne pas révéler l'intrigue ou autre, mais vraiment de donner ses impressions sur cette expérience cinématographique. Mehdi, à toi la parole. Écoute, moi faut être clair, j'ai beaucoup aimé le film. J'étais vraiment happé par le film dès le début. Il y a des images magnifiques, il y a une vraie poésie visuelle qui se dégage de ce film. Il y a des plans que j'aurais aimé contempler le plus longtemps possible, quoi. Des plans de vaisseaux spatiaux qui se posent à la surface de Caladan, les plans d'Arrakis évidemment, etc. C'est magnifique. À voir, esthétiquement, c'est superbe. Le scénario, l'intrigue déroule très bien. Le cast est presque parfait, les acteurs sont très bien. Ma petite critique, d'un point de vue purement narratif, on va dire, c'est le dernier acte. Sans rien révéler, je trouve que le dernier acte se traîne un petit peu en longueur. Et je suis pas forcément convaincu par le moment où ils ont choisi de cutter l'intrigue pour laisser évidemment la place à la deuxième partie. Voilà, moi j'aurais pas forcément vu les choses comme ça. Je trouve que l'intrigue aurait pu être un peu plus ramassée. Voilà. Après, ma vraie critique, en fait, dans le fond, c'est que le film est très bien. Je pense qu'un spectateur qui connaît pas Dune en prendra plein les yeux et plein le cerveau, si je puis dire. Mais forcément, quand on a lu et relu Dune depuis longtemps, on a des attentes sans doute démesurées.
peut-être un peu trop démesuré par rapport à la réalité économique de Warner et ce que peut ou peut pas faire et dire Villeneuve dans son film. Mais moi, j'aime beaucoup l'aspect mystique et religieux, par exemple, du roman. Sans parler de djihad, hein, je comprends parfaitement qu'ils aient pas cité le mot djihad, peu importe, c'est un détail en fait, ça c'est pas très important. Mais il y a un aspect mystique malgré tout qui est présent dans le roman dès le début, dès les premières pages, là je suis en train de le relire, qui est pas aussi présent, aussi prégnant qu'il aurait pu et peut-être qu'il aurait dû l'être, je trouve, dans le film. Le film prend pas beaucoup de risques à ce niveau-là. Les visions, par exemple, de Paul, je les trouve pas forcément hyper intéressantes, hyper convaincantes. Elles sont un peu répétitives, par exemple. Donc voilà, j'aurais aimé des visions, j'aurais aimé une réflexion sur la mystique, sur les avenirs possibles, les futurs possibles, qui aillent un peu plus loin que ne le présente le film. Mais pour conclure, il faut quand même dire une chose, c'est que ce n'est que la première partie, et il me semble qu'en fait, il va être difficile de juger ce film sur le fond tant qu'on n'a pas vu la deuxième partie, c'est-à-dire quand l'intrigue vraiment avance de façon décisive, quoi. Pour l'instant, c'est encore un peu le tour de chauffe. C'est un immense premier acte, en fait, qu'on a vu jusqu'à présent. Merci Mehdi. Je vais donner la parole maintenant à David, qui lui a travaillé quasiment tous les personnages dans le MOOC sur Dune et dans Tout sur Dune. Donc forcément, il avait peut-être un regard un petit peu différent de ce qu'il a vu. David, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce film? Alors, c'est un film que j'ai apprécié. Après, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais pas du tout à cause du film. C'est que je pense que je suis la personne qui me suis le maximum auto-spoilé d'une, parce que j'ai passé vraiment une année à relire le texte l'an dernier. Et donc, effectivement, dans la première partie du film, j'avais du mal à rentrer dans le film parce que je passais mon temps à me dire, ah, ils ont fait ça comme choix, ah, cette scène elle est rajoutée, ah, cette scène elle est réécrite, tel personnage est un peu déporté, et voilà. Alors qu'en fait, c'est une évidence que ça s'appelle une adaptation, c'est-à-dire qu'on passe d'un premier médium d'expression qui a ses ressources expressives propres, le roman, à un autre médium qui a d'autres ressources expressives. Et donc, en fait, il faut un travail de recréation qui passe par des choix, qui sont en fait des bons choix, hein, je pense. Donc, voilà. Donc, j'ai eu du mal dans la première partie à rentrer dans le film parce que je pense que j'étais là trop dans le jugement et pas assez dans l'expérience de spectateur. Après, ça m'a plu pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, alors je vais employer un terme peut-être un peu sévère sur Villeneuve, c'est que parfois, Villeneuve, sur certains films, m'a semblé être à mi-chemin entre le vrai artiste et le très bon faiseur. Et c'est-à-dire, il y a toujours des moments où je me dis, sur certains films, il maîtrise beaucoup d'aspects, mais ça me marque pas beaucoup. Et là, il y avait un surcroît de sincérité et d'allant qui faisait que on sentait la personne qui aimait Dune. Après, je pense que Dune présente une difficulté particulière en termes d'adaptation, qui est liée à l'écriture de Dune, qui n'est pas nécessairement le nombre de personnages, parce que vous avez des romans qui ont eu des bonnes adaptations alors qu'ils ont beaucoup de personnages, et c'est pas toujours très facile à gérer au cinéma. C'est que Dune, en fait, beaucoup d'éléments de Dune sont des éléments qui sont sursaturés. C'est comme les pistes qui saturent l'attention. Dune, parfois, on va avoir une référence au monde arabe du début du XXe, une référence aux révolutions indo-chinoises des années 40-50, une référence au peuple premier américain de la fin du XIXe siècle. Et en fait, Herbert les a télescopés de manière à ce que à chaque génération, quand on relit Dune, chaque génération se réapproprie Dune. Par exemple, en voyant le film, je me suis fait une réflexion quand même, c'est que c'est quand même surréaliste de voir ce film quelques jours après la chute de l'Afghanistan. Parce que bien sûr, dans Dune, le roman, il n'y a aucune forme d'allusion à l'Afghanistan, puisque même si, alors l'Afghanistan a été un enjeu pour les Britanniques à une époque, mais c'est très clair que c'est pas dans la culture de Herbert, qui est intéressé par d'autres pays qui sont plus dans l'actualité pour lui. Et pourtant, on voit que sortir à la même époque que la chute de l'Afghanistan, ça crée un effet de réception très étrange. Et ce que je vois en fait dans le film, c'est que faire un film, c'est faire des choix que normalement chaque lecteur fait dans sa tête en lisant un roman. Et qu'il y a différentes façons d'adapter un roman. Par exemple, je trouve que les adaptations de Harry Potter, c'est des adaptations très
trop fidèles parfois, c'est-à-dire ils ont vraiment collé à fond. Il y a des romans parfois qui ont des adaptations très lointaines, et Dune, c'est dans un entre-deux, c'est-à-dire qui va de la très grande fidélité à parfois la nécessité de réinventer. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choix ingénieux, qui sont des choix qui viennent de quelqu'un qui aime l'œuvre. Je pense que il y a des choix qui sont vraiment liés à notre époque, qui font que on s'éloigne de choses qui ont été très importantes dans la réception de Dune des années 60-70. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça reste quand même une expérience cinématographique à faire. Super, merci David pour ce partage. On passe maintenant à toi, Rodolphe, qui avait bien préparé le dossier Dune, puisque tu avais interviewé notamment le staff dirigeant de Warner France. Est-ce que, alors, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Écoute, il y a un côté où le contrat est rempli, hein, indéniablement, c'est-à-dire que le film, le roman est respecté, il y a un vrai respect de l'univers, le design est très beau, très bon, on retrouve des vaisseaux ovoïdes comme on en avait vu dans Premier Contact, donc on trouve un peu la patte Villeneuve, mais en même temps ça se fond bien dans l'univers de Dune. Il y a aussi des vaisseaux avec des formes plus agressives. Bon, tout ça est très réussi visuellement, c'est très bien, le son est très bien, la musique est très bien, les acteurs sont globalement bien, oui, au moins ils font le taf. Bon, il y a pas de faute de casting en tout cas. Donc globalement, on a envie de dire, ok, c'est un film de cinéma et c'est vrai que ça fait plaisir à voir au cinéma. C'est un film, c'est quand même dommage de regarder ça sur un petit écran. Hein. Clairement, ça fait partie de ces films qui doivent vraiment être vus au cinéma parce que quand on voit les scènes d'action avec en plus le siège les vieux sièges du Grand Rex qui tremblent, qui vibrent derrière votre dos, il y a quand même, franchement, ça fait plaisir. Et c'est vraiment une expérience cinématographique très très réussie. Maintenant, bon, personnellement, j'ai des bémols. Je passe parce que de toute façon, il s'agit ici de pas spolier, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques incohérences et quelques raccourcis scénaristiques. Bon, c'est pas grave, ça nuit pas, mais voilà, de temps en temps on peut tiquer, mais encore une fois, sur un film de 2h30, c'est pas un problème et ça arrive. Non, moi, ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé que le film s'arrêtait à un moment bâtard. Voilà, c'est-à-dire que quand l'écran noir est tombé, si je puis dire, hein, j'étais frustré en fait. C'est un peu, pour moi, c'est un film, j'aurais préféré qu'il dure 1h30 ou 4 heures, mais au moment où il s'arrête, voilà, c'est très bien ce qu'on a vu, c'est très beau, c'est très bon. C'est comme quand on va dans un restaurant gastronomique, on a très bien mangé, mais on a encore un peu faim en sortant. Voilà, donc c'est un peu l'impression. C'est un film de haut niveau, mais il y a un faux rythme quand même dans ce film qui fait qu'on, voilà, moi j'étais frustré au moment où ça s'arrête et puis il y a quand même un système pas de flashback mais de flash forward, on appelle ça, où Paul, sans spoiler encore une fois, a des visions du futur, hein, ou en tout cas de futur possible, on ne sait pas. Mais en fait, on ne sait pas. Il y a des visions qui sont un peu longues. C'est carrément parfois des micro-scènes. Et il y a des moments où on se dit, mais est-ce qu'on va voir ça dans ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que c'est pour plus tard, ou est-ce que c'est pour jamais? Et en fait, à la fin du film, on a compris quand même qu'on allait voir, qu'on nous montrait des images d'un film qu'on ne verrait pas. Et ça, je trouve que d'un point de vue purement scénaristique, c'est un peu problématique. Il y a une promesse qui est presque pas tenue, ou alors elle sera peut-être tenue dans le prochain épisode. Mais bon, les gens qui vont aller voir le film maintenant, ils payent entre 7 et 12 euros ou 15 s'ils vont le voir en IMAX. Peut-être qu'il y en a qui, comme moi, vont un peu rester sur leur fin en disant « Ouais, ok, vous me parlez d'un truc que je vais pas voir aujourd'hui. » quoi. Donc ça, je trouve que c'est le gros point faible du film. Et c'est ce qui m'a aussi, là aussi, encore une fois, frustré. Voilà, ça c'est le premier ressenti vraiment que j'ai pu avoir quand le générique de fin est arrivé. Super, alors ça va être maintenant mon tour aussi de donner mon avis sur le film. C'est vrai que la saveur était particulière puisque comme vous le savez, ça fait 1 an et demi que je suis sur Dune, donc il y avait une forme d'énorme soulagement voilà, de voir que le film sortait pour aussi de mon côté pouvoir passer à autre chose. Moi globalement, j'ai trouvé le film très bien, j'ai trouvé vraiment des séquences formidables, j'ai été très très enthousiaste devant la vision de Denis Villeneuve qui collait parfaitement au roman. Je trouve qu'il y a des partis pris scénaristiques très intéressants. Moi, ce qui peut-être m'a le plus impressionné, c'est comment la culture moyenne-orientale a été
mis en scène. On n'a jamais vu ça dans un blockbuster hollywoodien. Pour rigoler, on peut dire qu'on n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes voilés dans un blockbuster d'Hollywood. Et je trouve qu'il y a eu une intelligence de comment représenter la culture moyenne orientale qui était très présente dans le livre au film, à l'écran. Donc ça, j'ai été vraiment bluffé par pas mal de partis pris esthétiques. Je trouve que toute la séquence avec les Harkonnen, même si on les voit assez peu finalement, ça fait vraiment penser à ce qu'aurait peut-être pu faire Giger sur Jodorowsky Dune. Bref, il y a une espèce de syncrétisme aussi que je trouve. On retrouve des choses qui font peut-être penser à ce que voulait faire Jodo. Il y a aussi des choses qui peuvent des fois peut-être faire penser à ce qu'a fait Lynch. Donc je trouve que ce film-là fait un espèce de syncrétisme intéressant et intelligent. Le casting est, je trouve, très bon. Même si le bémol et la frustration, finalement, c'est de voir que certains personnages sont littéralement sous-exploités et qu'on ne voit pas du tout. Et on ne comprend pas forcément les enjeux qui les dominent. Je pense notamment au Dr Huey qu'on voit finalement très 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 peu, voire trop peu. Et c'est un peu frustrant. Pareil pour peut-être le Duc Leto, qui je trouve est un des plus beaux personnages du roman Dune, qu'on voit finalement trop peu même, et c'est ça qui est intéressant, il est magnifié par Oscar Isaac, qui fait qu'Oscar Isaac arrive à transmettre toute la complexité de ce personnage et finalement la beauté de ce personnage avec peu de temps à l'écran. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette envie de Denis Villeneuve d'angler le film sur Paul Atreides et sur Jessica. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé que c'était un peu habile. Et je crois que c'était la bonne solution parce qu'entre toutes les sous-intrigues secondaires du livre, qui auraient été trop compliquées de mettre en place sur 2h30, ou alors il aurait fallu terminer le film avant, ou en tout cas couper le film à un moment donné. Je trouve que vraiment que le réal s'en sort très très bien. Et puis on a vibré. Enfin, la musique est très intéressante, le travail sur le son est très intéressant, et les séquences d'action et de bataille sont exceptionnelles. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma, et ça m'a fait plaisir et énormément. J'ai beaucoup aimé le Duncan Idaho, joué par Jason Momoa. Enfin, un Duncan Idaho qui fait honneur à ce qu'est Duncan Idaho dans le livre, parce que c'est vrai que dans Dune, l'acteur était totalement transparent. Dans le Dune de Lynch, c'était un acteur qui était transparent. Et là, vraiment, tout ce que fait Momoa, ça prouve que quand même, il a vraiment du niveau et peut jouer des rôles plus profonds qu'il en a l'air. Donc ça, c'était mon avis. Peut-être certains veulent rebondir sur ce qui a été dit. Mehdi, je pense qu'il veut rebondir sur peut-être ce qu'a dit Rodolphe et David. Voilà, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais je suis d'accord en réalité. Je suis complètement d'accord sur le fait, tu vois, je pense qu'on se rejoint sur l'idée que le film aurait pu être coupé à un autre moment, peut-être un peu plus tôt dans le récit, ce qui fait qu'à longueur égale, il aurait très bien pu développer un peu plus justement les personnages, le docteur notamment, parce qu'effectivement le docteur, alors qu'il a un rôle quand même capital dans l'intrigue, il est très peu présent. Tu sais, on parle souvent de l'aspect shakespearien un peu comme ça de l'intrigue, évidemment, qui est présente dans le film. Mais là, pour le coup, comme ce personnage notamment est sous-exploité, ben, on le retrouve un peu moins. On dit, voilà, Dune, bon, il y a les Harkonnen d'un côté, les Atreides de l'autre, mais n'empêche que c'est pas un récit si manichéen que ça, c'est assez nuancé, et le fait que certains persos soient sous-exploités, ben, ça minimise finalement ces nuances qui sont présentes dans le roman. Et c'est un peu dommage parce que le roman, il a vraiment quelque chose qui va au-delà d'un Star Wars, par exemple. Hein. Dune, c'est vraiment, on est vraiment plusieurs crans au-dessus de ça. Et on sent tout ça dans le film, mais on le sent plus qu'on ne le voit vraiment à l'écran, quoi. Et c'est ça ma frustration. Je disais, voilà, il n'y a pas assez l'aspect mystique, l'aspect religieux. Mais effectivement, tu as tout à fait raison sur la représentation du Moyen-Orient ou du crypto-Moyen-Orient, parce que c'est pas vraiment le Moyen-Orient, mais bon, on a tous compris que ça l'était. Euh, tout ça, ça véhicule le thème de l'impérialisme. On voit bien avec les uniformes, on revient presque à la Première Guerre mondiale parfois. Hein. Mais ça va nulle part, pas vraiment, pour l'instant en tout cas. C'est pour ça que je parlais de la deuxième, voire la troisième partie. Là, c'est là peut-être qu'on pourra voir un petit peu la mise à distance du récit par rapport à lui-même, et on pourra voir cette forme de critique de l'impérialisme qui est véhiculée par les Harkonnen, certes, mais aussi peut-être par les Atreides. Mais pour l'instant, tout ça, ce n'est que présent potentiellement. Et c'est uniquement le deuxième, voire le troisième, s'ils adaptent donc le Messie de Dune,
que tout ça pourra vraiment éclore et que là, on pourrait vraiment enfin avoir un récit qui est à la hauteur des romans de Herbert, quoi. Voilà. C'est ça que moi j'attends. David, moi j'aimerais bien avoir ton avis bon, sur la discussion, mais aussi peut-être sur moi ce que je qualifierais de l'intelligence du scénario, puisque il y a quand même des choses et des partis pris de Villeneuve qui sont, je trouve, très intelligents. On sent qu'il connaît vraiment bien le roman et qu'il arrive vraiment à transmettre des subtilités qui sont intéressantes. Je pense notamment euh, à la vision du grand-père Atreides, le fameux toréador de la famille, qui est un petit peu évoqué dans Dune, mais on voit le symbole du taureau très présent dans le film. Voilà, c'est des petits détails comme ça que je trouve sympathiques et que le lecteur voit forcément. Oui, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un effort de recréation. Et peut-être pour Yue, mais aussi pour des personnages secondaires, je pense que on ne peut faire bien une coupe dans un récit que si on comprend bien le récit. Et je pense qu'il y a des intrigues complètes qui ont été coupées, c'est-à-dire que pour les gens qui connaissent le roman, on perçoit une intrigue, mais bon, par exemple, sans trop spoiler, un des moteurs narratifs du roman dans sa première partie, c'est qui va trahir. Et en fait, c'est pas vraiment traité. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui est mis en place. Ça va assez vite finalement et c'est traité rapidement. Et je pense que c'est c'est à la fois une nécessité et un choix pour pouvoir se concentrer sur certaines choses, de faire des coupes de boucles narratives complètes qui ont été envoyées à côté. Alors après, je pense qu'un jour, ça serait fascinant si Villeneuve et ses co-scénaristes expliquent ce processus de choix, d'adaptation. Parce que par moments, j'ai l'impression qu'ils ont aussi fait ce qu'on voit parfois dans des adaptations, c'est-à-dire d'avoir repéré certaines scènes très marquantes, d'avoir décidé de les garder et d'avoir construit des ponts qui emmènent de ces scènes à ces scènes. Ce qui fait que moi, repensant au film, je me retrouve à avoir un peu de mal à faire du liant, mais à repenser à certaines scènes qui étaient déjà dans le roman. Et aussi, alors c'est pas pour spoiler, mais il y a des scènes inventées et il y a des phrases inventées parce que justement on est dans quelque chose où il y a eu un travail architectural nécessaire qui était assez important. Euh, tout simplement, le film ne commence pas comme le roman, voilà. Ne commence pas par les mêmes scènes, et voilà. Mais c'est très bien. Je trouve que c'était plutôt des bons choix. Et bon, finalement, pour moi, finalement, c'était assez agréable parce que je ne revoyais pas le roman Dune. Je voyais quelque chose de très proche de Dune, mais qui était aussi l'interprétation d'une personne de Dune, une interprétation que je trouve très juste. Alors après, ça c'est peut-être pour aller dans le sens de Rodolphe. Moi, je trouve que les choix sur le design des costumes, sur les décors, sur la photo, sur le son sont des très bons choix. Tout à l'heure, je crois que c'est Lloyd ou Mehdi, vous avez mentionné de l'allusion à la Première Guerre mondiale, mais qui en fait est présente dans le texte parce que on l'oublie souvent, c'est que trois des belligérants de la Première Guerre mondiale étaient cousins, c'est-à-dire la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, ils sont tous les trois liés par le sang. Et qu'en fait, la Troisième Guerre mondiale, c'était aussi une guerre de familles éloignées qui se détestent. Ce qui est rappelé à un moment très rapidement dans le film sur le fait que les deux grandes familles qui s'affrontent sont en fait cousines. Donc il y a beaucoup non, il y a beaucoup de choses qui étaient très frappantes. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire qu'il n'est pas impossible que dans 30 ans, quelqu'un ait envie de refaire Dune. C'est-à-dire avec une autre interprétation, avec quelque chose d'autre. Et c'est une idée que je n'ai pas, par exemple, sur Harry Potter. C'est-à-dire que je me dis que sur Harry Potter, l'adaptation, elle est très proche du roman, à la fois proche, elle colle à tous les éléments du roman,
Même quand il y a des petites coupes, c'est pas des coupes qui changent le fonctionnement esthétique de la chose. En plus, c'est une adaptation qui est sortie pas très longtemps après les romans. Tandis que dans Dune, je pense qu'on aurait pu tirer Dune dans un autre sens. C'est-à-dire faire scénaristiquement une autre adaptation, faire des choix visuels différents, faire un Dune qui serait plus oriental, c'est-à-dire pas moyen-oriental, mais plus oriental, ou plus peuple premier américain. Voilà, c'est des choses qui sont pas impossibles pour une autre adaptation. Donc, se dire que dans quelques années, on aura eu un, deux, trois films par Villeneuve et que après, on peut prendre une pause de 15 ans et que quelqu'un d'autre fait du derrière et que c'est autre chose, moi, je dis que c'est plutôt stimulant intellectuellement. Je vais laisser la parole à Rodolphe et peut-être t'interroger en même temps, Rodolphe. Moi, ce qui m'a marqué dans le film Dune, c'est quand même Denis Villeneuve, c'est un véritable esthète en termes de blockbuster. C'est des tableaux, hein. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans le film, c'est qu'on voit des séquences, c'est comme des tableaux. Il y a un travail qui est fait sur la lumière, sur les décors, sur les costumes, sur le maquillage des personnages. On entendait Villeneuve sur Quotidien qui évoquait les cheveux de Timothée Chalamet, à moitié en rigolant, en disant que des fois les cheveux de Chalamet n'allaient pas, et donc il fallait s'arrêter pour que les cheveux aillent parce qu'il voulait que ce soit parfait. On voit pas vraiment ça hein, dans le enfin en tout cas dans les auteurs de blockbusters. Je pense que Nolan est pas autant esthète que Villeneuve, et peut-être je mettrais David Fincher dans cette équivalence, dans cette idée d'esthétique, dans ces plans, l'importance des plans, l'importance de la couleur. Qu'est-ce que t'en penses, Rodolphe? Non, je pense que Nolan est capable aussi de faire des plans très esthétiques, très picturaux, comme je pense à Dunkerque, cette scène où l'avion de Tom Hardy n'a plus d'essence et plane le long de la plage de Dunkerque. Bah, bon, j'ai pas aimé trop le film, mais juste pour cette scène, je suis content d'avoir vu ce film. Donc, non, encore une fois, je trouve que voilà, ils sont un peu du même calibre. Enfin, Villeneuve est pas encore au niveau de Nolan, et Dune doit être le film de la confirmation pour lui. Euh, oui, il a prouvé dans tous ses films, il a une filmographie extrêmement diverse. Hein. Villeneuve, quand même son premier long métrage, c'est une comédie romantique, nouvelle vague, où une nana et son meilleur ami décident de faire un enfant dans le désert de Salt Lake City. Enfin, tout ça sur le mode un peu léger. Donc c'est quand même quelqu'un qui est passé par beaucoup d'exercices de style. Il y a encore, avant Premier Contact, personne n'aurait mis un copec sur Villeneuve, nouveau pape de la SF. Hein. C'est très récent, en fait, ce qui s'est passé. Il y a eu un enchaînement, c'est pour ça qu'on est dans une espèce de présent, enfin un passé très très récent. Mais quand on pense à l'enchaînement Premier Contact, Blade Runner 2049 et Dune, qui aurait dû s'enchaîner plus vite parce qu'il y a quand même eu le Covid qui a repoussé tout ça, voilà, il y a eu un espèce de coup de boost où maintenant il est évident, quand on en parle aujourd'hui, que Villeneuve est un auteur d'un côté et un type qui peut faire des blockbusters de l'autre, et qui est un mec qui fait de la SF, quoi. C'est évident maintenant qu'on en parle tous là, mais c'était pas évident avant Premier Contact, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, le mec, c'est un mec qui est capable, qui a vraiment un éventail très large, qui a une sensibilité évidente et qui connaît ses codes du blockbuster, qui connaît ses codes d'Hollywood. C'est un Canadien, il n'y a pas non plus de hasard. Hein. Donc en ça, oui, c'est quelqu'un qui vraiment, il devrait là, il devrait rentrer vraiment accéder à un statut supérieur qui pourrait faire vraiment de lui quelqu'un qui compte énormément et qui marquerait l'histoire de cette décennie, en tout cas cinématographique. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Rodolphe. Mehdi, on a été sur France Culture tous les deux il n'y a pas très très longtemps que ça. Et moi, je parlais d'une théorie sur le fait que peut-être Dune est trop pas novateur, mais ne correspond peut-être plus au calibre des blockbusters, des grands blockbusters de science-fiction actuels. Je m'explique, Mehdi connaît et puis Rodolphe aussi, je pense, connaît un peu le raisonnement. En gros, on a eu à partir de 2000 ans de l'espace une espèce d'âge d'or de 40 ans où on avait à chaque fois un film par décennie qui apportait une espèce de révolution esthétique, visuelle et en même temps beaucoup de réflexion sur l'être humain, bref, sur le fait d'être un humain ou pas, justement.
donc il y a 2001 en 68, Star Wars en 77, Blade Runner en 82 et Matrix en 99. Donc ces 4 films-là apportent énormément au cinéma et aux spectateurs et aux amoureux de la science-fiction. Ce sont maintenant évidemment des grands classiques. Et puis arrivent les années 2000. La décennie des années 2000 est dominée par Avatar en 2009, qui fait vraiment penser à Dune d'ailleurs, hein, puisque l'histoire peut faire vraiment écho à Dune, et on sait que Cameron aime bien Dune. Avatar qui a été une révolution technologique avec la 3D. Et puis dans les années 2010, on peut penser à Mad Max Fury Road, qui a été aussi une révolution dans le sens de l'action menée, voilà, une action incroyable. On est dans l'écran postmoderne qui est théorisé par Laurent Julier. Et on se retrouve avec des films de science-fiction qui sont maintenant plutôt des films d'attraction. On se retrouve dans des formes de parcs d'attraction, entre guillemets. On va plutôt avoir une expérience sensorielle du film, mais il n'y a plus vraiment de méta et de réflexion sur le monde. Un petit peu dans Avatar quand même, sur l'écologie, voilà. Mais dans Mad Max Fury Road, plus vraiment. Ou sur peut-être différentes thématiques. Je pense à la place de la femme et compagnie. Mais on se rend compte que peut-être Dune, qui est vraiment un blockbuster entre les deux, ça veut dire qu'il y a un peu de méta et beaucoup de sensations à l'écran, et bon, bah, il y a aussi de la réflexion, il y a une envie de pousser le spectateur au plus haut, et peut-être ce n'est peut-être plus un film qui va plaire aux millennials qui ont été dopés à 10 ans de Marvel et 10 ans de DC. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mehdi ? Bah écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est un diagnostic, je pense, qui est tout à fait pertinent. Mais je pense qu'en fait, si on se retourne un peu sur l'histoire du cinéma de science-fiction, on se rend compte que au final, tu as des films qui font beaucoup de bruit et qui vont changer un peu l'histoire du cinéma de science-fiction parce qu'ils sont spectaculaires. Ça fait partie du cinéma de science-fiction. Les gens vont voir 2001, ils vont voir Matrix, ils vont voir Jurassic Park à l'époque parce qu'on voit des choses incroyables à l'écran et que c'est aussi ça l'essence de la science-fiction visuelle. Mais donc ça, c'est le côté spectaculaire, mais le côté spéculaire, comme je l'appelle parfois, c'est-à-dire le côté où on réfléchit notre réalité, où la science-fiction nous parle de nous-mêmes, comme tu disais, ben là, c'est plus rare, évidemment. Et là, pour le coup, c'est des films qu'on n'attendait pas, en général. C'est des productions un peu plus modestes, qu'on n'attendait pas au tournant et qui, sortaient de nulle part, nous proposent un discours qui, lui, va beaucoup marquer. Je pense à Matrix, par exemple. Matrix, ça a été un film qui a immensément marqué, pour son côté spectaculaire, mais aussi pour le côté spéculaire. Il y a les deux qui se rencontrent dans ce film. Jurassic Park, tout le monde aime bien le côté spectaculaire, mais le côté spéculaire, peut-être il y a des tics, du clonage, etc., mais ça reste assez limité. C'est quand même un film de gros divertissement. Les films de super-héros, hein, ce qu'on n'a pas dit depuis 20 ans, en fait, ce sont des super-héros qui trustent ce qu'on appelle le cinéma de science-fiction ou de science-fantasy sur le grand écran. Et ça reste un peu limité. Je serais pas forcément entièrement d'accord avec Martin Scorsese quand il dit que c'est pas du cinéma, parce que le cinéma c'est aussi spectaculaire, mais il y a plus au cinéma en général et au cinéma de science-fiction en particulier. Ces films existent et je pense effectivement que Dune a tout pour être non seulement spectaculaire mais aussi spéculaire. Et c'est cet aspect-là, comme on disait tantôt, qui manque un petit peu encore à la première partie de Dune. Je dis la première partie parce que justement la deuxième, troisième partie aurait potentiel à. Mais tu vois, tu parlais aussi l'autre fois des plateformes. Et clairement, hein, de nos jours, ce sont les séries de science-fiction, de fantasy qui peuvent se permettre non seulement d'être spectaculaires, mais aussi d'apporter ce côté spéculaire qu'on recherche. Tu vois, aujourd'hui, moi, mes étudiants, quand je parle de science-fiction, ils me parlent de Black Mirror. C'est ça, parce que c'est une série qui leur parle. C'est des intrigues qui restent des années plus tard, elles restent pertinentes et ils réfléchissent à leurs propres conditions grâce à cette série. Et ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas parlé d'un film, un film récent en tout cas, qui avait fait le même effet sur eux, qui les avait fait réfléchir au sens littéral du terme à leurs propres conditions, à leur propre utilisation de la technologie, à la société, etc. Peut-être depuis Matrix. Il y en a peut-être d'autres, tu vois, mais c'est quand même, il y a une coupure à ce moment-là. Justement, en 99-2000, tu vois, quand les films de super-héros débarquent et qu'il y a un autre paradigme qui se met en place. Donc, je pense qu'on en est là. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant à l'avant-première, et peut-être ça va faire sourire Rodolphe et David, à un moment donné, donc on a pu suivre le tapis rouge avec l'arrivée des acteurs qui arrivent au Grand Rex, et donc nous qui étions déjà installés, on voyait la journaliste interviewer les fans juste avant que les acteurs arrivent, et justement la journaliste dit est-ce qu'il y a des fans du roman de Frank Herbert parmi vous? Qui est le plus fan et compagnie? Personne ne lève la main. C'était incroyable. Il n'y avait que des jeunes de 20 à 30 ans.
Et en fait, moi j'ai explosé de rire, où en fait personne ne lève la main, donc bon, il y a une espèce de flottement quand même qu'on voit. Et en fait, et donc là disent, bah vous êtes là pourquoi alors? Et donc les gens répondent pour Timothée Chalamet et Zendaya. Donc voilà, et c'est là où on voit que le choix de casting de Denis Villeneuve est très bon, parce que finalement il y aura toute une frange de la population qui n'ira voir ce film que pour Timothée Chalamet et Zendaya, et qui peut-être découvriront le roman de Herbert. Et peut-être ouais, Jason Momoa. David, toi tu as pensé quoi du Messi, du Paul Atreides? Est-ce que il t'a paru Moi, il m'a paru convaincant. Après, je pense que c'est pas très original de dire ça, hein, mais c'est le personnage le plus difficile à caster. Alors, pas pour les mêmes raisons que les autres, c'est-à-dire que les autres, on s'est fait une image mentale parfois précise d'eux, et donc dès qu'on nous propose un portrait d'eux, des traits qu'on n'avait pas anticipés, parfois ça peut provoquer des formes de rejet. Voilà, moi c'est pas du tout mon cas pour les autres personnages, et j'ai trouvé que chacun c'était cohérent ses choix. Alors c'est peut-être pas mes choix, mais bon, c'était des choix très cohérents que je trouvais intéressants. Il y a un problème narratif avec Paul, c'est que même si en apparence Dune ça traite plein de personnages à égalité, en fait le personnage de Paul c'est un personnage de littérature assez classique et très focal, donc est très en fait en retrait. Donc en fait, d'une certaine façon, dans le roman, on voit ce que voit Paul, on ne voit pas Paul, ou indirectement. Alors qu'en fait, dans le film, eh ben, on voit Paul. Et donc c'est vrai que ça change quelque chose qui est de l'ordre de l'identification, de rentrer dans le récit. Ça fonctionne assez différemment. Donc je pense que la difficulté qu'il peut y avoir dans toute adaptation de Dune sur le personnage de Paul bah, va être liée au fonctionnement euh, du roman et pas nécessairement au casting. Je pense que moi j'aimais beaucoup Kyle MacLachlan, mais il faisait déjà, je trouvais, trop vieux pour le personnage. Alors qu'en fait il était jeune quand il a joué, mais il faisait déjà vieux. L'avantage de Timothée, c'est que Timothée il fait vraiment jeune, et ce petit côté physiquement fragile, c'est quelque chose qui va bien avec ce qu'on lit dans le roman au début du roman de Dune. Après, sur un autre sujet, je voulais rebondir sur ce que disait Mehdi. C'est que, alors pour moi, comme pour vous, je pense, Dune, ça reste de la SF, même s'il y a beaucoup d'éléments dedans qui font que ça fonctionne selon les codes du récit d'aventure, même de certaines formes de récits de fantasy. Après, je pense que Dune le mythe de Dune conserve une force et une faiblesse par rapport à d'autres récits mythologiques, c'est qu'initialement, il y a une dimension dans l'écriture de Frank Herbert de projet politique, de réflexion politique. C'est ça qui le lance, hein, voilà. C'est pas nécessairement une réflexion anthropologique, même si le roman permet des interprétations anthropologiques. C'est une réflexion qui est très marqué par l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale de Herbert, son expérience de la politique dans les années 40-50, et c'est quelque chose dont on est aujourd'hui très déconnecté en fait. C'est-à-dire, pour le coup, même Matrix, bah, c'est plus proche, ça nous fait plus réagir, effectivement. Voilà, ou par exemple, Contact, c'est un film. Alors, c'est pas Contact, pardon, j'ai un trou, le film de Villeneuve, c'est l'adaptation de Ted Chiang. Premier Contact, voilà. Premier Contact, c'est un film où il y a une dimension de SF très très forte qui effectivement fait réfléchir sur le fait que euh, les vies extraterrestres, si elles existent, elles peuvent être extrêmement différentes de nous, et c'est un film qui fait beaucoup pour essayer de sortir de l'anthropomorphisme qu'il y a souvent dans la représentation de la vie extraterrestre. Donc voilà, donc je vois ce que vous dites effectivement, et je serais d'accord avec vous sur le fait que en termes de mémoire, pardon, de miroir science-fictionnesque,
ça ne fonctionne pas comme les autres récits. Là, faut voir si ça gêne ou si ça ne gêne pas la réception du film. Oui, alors effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, David, et par rapport à ce que tu disais, Lloyd, juste avant, il y a quelque chose qui... Je me suis rendu compte en regardant Dune, que quand tu parlais de l'époque, Lloyd, des jeunes qui viennent pas forcément pour le bouquin, mais qui viennent pour les acteurs, etc., ça m'a fait penser à une réflexion que je m'étais faite en sortant du film, et que je t'en avais parlé, David, c'est que, en fait, l'histoire de Dune, bon, c'est un excellent roman, un roman culte, etc. Bon, mais moi personnellement, en fait, en tant que spectateur, au moment où j'en suis dans ma vie de cinéphile et de lecteur, etc., j'en ai un peu marre des histoires d'élus, en fait, pour commencer. Ça me fatigue. Voilà, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Mais alors, on peut pas en vouloir à Villeneuve, puisqu'il adapte le livre d'Herbert, qui date des années 60, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'était un thème qui était bon, peut-être moins éculé. Et il y a autre chose, et là, c'est pour ça que je pensais aux jeunes tout à l'heure, c'est que dans l'époque, je me suis rendu compte aussi que j'en avais un peu marre du manichéisme. Là, on a les Atréides qui sont distingués, raffinés et globalement très beaux. En face, on a les Harkonnen qui sont consanguins, enfin ils ont des têtes de dégénérés, le baron absolument infâme, ils vivent dans des endroits où les murs sont noirs et leurs animaux de compagnie, c'est des grosses araignées qui mangent dans une gamelle. Non mais, j'exagère un peu, mais c'est un peu ce tableau-là qui commence pour moi, je suis un peu usé de ce manichéisme, et surtout quand on a connu Game of Thrones, qui là aussi raconte des rivalités entre grandes maisons, mais en fait, le manichéisme de Game of Thrones, ça a fait exploser le manichéisme de Game of Thrones. Je parle de la série, je parle pas du livre que je n'ai pas lu, mais du coup, pour moi, ça change. Pour moi, il y a une rupture après Game of Thrones. Et quand je vois Dune ou d'autres films, hein, quand je repense au mythe de l'élu et au manichéisme entre des gentils et des méchants, etc., ça prend de moins en moins sur moi. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Tout le monde ne sera pas d'accord, j'en ai conscience. Mais là, vraiment, je me suis dit grande maison, baronnie, guerre de pouvoir, le trône, ou l'épice, ou l'argent, peu importe. J'ai pensé Game of Thrones et je me suis rendu compte à quel point cette série avait rebattu les cartes, et où personne n'est vraiment gentil, où personne n'est vraiment méchant, où quelqu'un qu'on adore peut crever d'une minute à l'autre. Voilà. Donc j'ai ressenti, après cette période, ce virage narratif je me rends compte maintenant, a vraiment modifié en profondeur ma vision de ce type de récit. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que George R. Martin est très inspiré par Dune, hein. C'est un grand fan de Dune. Les danseurs visages assassins qu'on voit dans le Messie de Dune font évidemment une référence. Enfin, il y a une référence majeure dans Game of Thrones avec les tueurs aussi au visage, aux dieux multifaces. Je pense que... Enfin, il le dit, il assume. George R. R. Martin s'est beaucoup inspiré de Frank Herbert. Et ce qui est intéressant, c'est que Frank Herbert était innovant à l'époque, puisque qu'on y repense à la fin, enfin en tout cas à la fin de Dune, il y a quand même une bonne partie des personnages qui meurent. Voilà, et ça c'était surprenant à l'époque. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, puisqu'on voit que même dans le film, pas tout le monde ne survit aux 2h30 du film. Donc il y a une modernité qui était déjà présente chez Frank Herbert, qui a repris évidemment George R. Martin. Et c'est vrai que ces histoires d'élus, et on en a beaucoup vu grâce à Star Wars, qui s'est aussi beaucoup inspiré de Dune, maintenant on en a un petit peu assez. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Frank Herbert, dans sa jeunesse de Dune, disait aux gens qu'il fallait se méfier des super-héros, qu'il n'y avait rien de pire pour le genre humain. Et je trouve ça assez savoureux que Dune sorte après 15-20 ans de période super-héroïque. Donc c'est aussi intéressant de voir que ce film arrive à un moment donné où on peut peut-être passer à autre chose, et que les thématiques de Dune, qui sont l'écologie, une planète désertique, l'importance de l'eau, et puis le messianisme à toutes les sauces, sont des vraies thématiques en ce moment d'actualité. Alors, en fait, je vais ouvrir un boulevard pour Mehdi parce que tout à l'heure, il m'a donné une idée, c'est que et là, en fait, je parle à la fois du roman et des films à venir, s'il y a encore d'autres films derrière, c'est que je crois que le projet initial de Herbert, euh,
n'a pas été vraiment compris par ses lecteurs, et sur la fin de sa vie, il y a plusieurs de ses interventions publiques qui sont un peu tristes, où il a l'impression d'être arrivé à une contre-finalité, c'est-à-dire que son roman, alors le sens d'une œuvre n'est jamais le sens que l'auteur lui donne, c'est le sens que ses lecteurs lui donnent. Mais une de ses intuitions initiales, c'était de dire, il faut montrer que même la personne qui possède toutes les qualités et tous les dons ne peut pas recevoir le pouvoir parce que le pouvoir corrompt toujours, et donc il faut lutter contre les dictatures. Et voilà, c'est très marqué par une réflexion sur les années 30, sur les années 40. Et il a l'impression d'une contre-finalité parce que tous les fans de Dune, quand il fait des tournées en université, lui disent « Ah, c'est trop génial, je me sens comme Paul Atreides ». Et pour lui, Paul Atreides, c'est un monstre. Il n'en fait un récit héroïque, comme dit Rodolphe, que pour après critiquer ce récit héroïque, pour justement faire sortir le monde occidental de cette malédiction récurrente, de cet éternel retour du même qu'est le sauveur. Voilà, le faire sortir de ça. Et là, c'est là où, en fait, je sais pas si c'est ce que voulait dire Mehdi, c'est que peut-être que dans le deuxième film, et peut-être s'il y a un troisième film, le projet de Herbert, qui n'a malheureusement pas complètement existé dans l'esprit de ses lecteurs, parce que ce qui s'est passé, il faut quand même le dire, dans Dune, c'est que le roman Dune a été énormément lu, les autres romans ont été lus, mais moins, pas énormément en fait. C'est-à-dire que moi, lors de mon enquête, quand je préparais Tout sur Dune, enfin les articles pour Tout sur Dune, je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de lecteurs de Dune, mais les lecteurs des volumes qui suivent, eh ben, ils sont très peu nombreux. Alors bien sûr, si on regarde les chiffres de vente, ils sont nombreux, mais proportionnellement à Dune, ils ne sont pas très nombreux. Donc, je me mets à rêver, voilà, là c'est de l'improvisation, c'est un rêve improvisé, c'est peut-être que finalement, la résonance de Herbert avec notre époque pourrait devenir plus forte si le deuxième film et le troisième film prend la mesure de ce qu'était le projet de Herbert et de son semi-échec, en fait. Oui, il y a beaucoup de choses, mais moi je suis deux choses. La première chose, c'était la référence à Game of Thrones. Moi, je m'étais dit, une fois que Game of Thrones était terminé ou quasiment terminé, je me demandais, mais quelle série pourrait faire la même chose pour la science-fiction de ce qu'a fait Game of Thrones pour la fantasy? Et j'ai pensé tout de suite à Dune. Pour moi, la série Dune aurait vraiment eu une raison d'être, puisque une série aurait pu se permettre, avec plusieurs saisons, 10 épisodes, 8 épisodes peut-être par saison, vous voyez déjà, sur une chaîne du câble, HBO ou autre, qui pouvait se permettre certaines choses que la Warner sur grand écran ne peut pas clairement se permettre. Ben, cette série aurait peut-être rendu justice à l'œuvre de Herbert et aurait peut-être effectivement légitimé la science-fiction à l'écran. On en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux possibilités narratives et thématiques qui sont offertes aux séries quand elles peuvent dépasser la simple dimension spectaculaire. Donc, je suis complètement d'accord que Dune aurait pu, peut-être aurait dû devenir le Game of Thrones de la science-fiction en étant adapté à la télévision sur une plateforme. En tout cas, ça aurait été extrêmement intéressant, même si on voit qu'il y a le côté serial évidemment au cinéma avec 2 ou 3 épisodes annoncés, mais ça reste quand même ça reste très limité par rapport aux possibilités d'une série. Et la deuxième chose, c'est exactement ce que je voulais dire par rapport au Messie de Dune. C'est là que Dune prend tout son sens. C'est dans le deuxième tome, dans le deuxième roman paru en 69, où là il déconstruit le mythe du héros, du sauveur, du messie, en disant mais attendez, en fait tout ça c'est un problème. Et il y a eu un quiproquo avec les lecteurs et des fans du premier roman. Exactement pour la même raison. Donc dès le début, en fait, il y a eu des éditeurs de science-fiction, Campbell par exemple, qui avait beaucoup aimé le premier volume. John Campbell, le grand éditeur de science-fiction, n'a pas apprécié le deuxième, justement parce que il a eu l'impression qu'Herbert revenait sur les acquis du premier et contredisait finalement ce qui avait été dit dans le premier. Et c'était justement ça, Herbert voulait pouvoir mettre en lumière les dangers de l'héroïsme, du super-héroïsme et du leader que tout le monde regarde et que tout le monde suit de façon fanatique. D'ailleurs, je trouve que dans le film, c'est très subtil, mais il y a quand même une certaine esthétique parfois. Je pense aux habits de Paul. Alors, fasciste, je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui pourraient amener à ça. On sent quand même que Paul, son environnement immédiat, peut mener à ce type de développement. Mais à nouveau, j'espère que le deuxième et surtout le troisième film, s'il a lieu un jour,
pourra permettre de développer ça, parce que tant qu'ils sont pas là, on ne peut pas vraiment juger en fait de la qualité et de la fidélité de ces films. En tout cas, ce serait, si je puis me permettre, ce serait cool de la part de Villeneuve, dans le deuxième ou le troisième film, de vraiment adapter le Messie de Dune, honnêtement, fidèlement, pour montrer en fait toutes les erreurs, pour montrer tous les dangers vers lesquels mène le super-héroïsme. Parce que pour l'instant, avec le premier film, on reste quand même dans un registre qui est assez proche des films qui ont été produits jusqu'à présent, sur une thématique similaire. Ouais, je suis d'accord, Mehdi, et ce sera vraiment intéressant si Denis Villeneuve arrive à faire déjà, je pense, le deuxième film, puisque ce n'est pas encore gagné. Ça dépendra évidemment du succès du premier, et on aura la fin de la deuxième partie. Et si le deuxième continue sur sa lancée, avoir le Messie de Dune, ce serait évidemment très intéressant, même si il faudrait réécrire l'histoire, puisque dans le Messie de Dune, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. On est sur un espèce de huis clos. Il y a très peu d'action. On est beaucoup, et c'est pour ça que c'est assez génial comme roman, parce que on est totalement à l'opposé du premier livre de Herbert. Et on verra si ou pas ce serait possible, mais il faudra une réécriture tôt ou tard. Peut-être on va vous laisser le mot de la fin à chacun d'entre vous avant de se quitter. Rodolphe, peut-être comment t'encouragerais quelqu'un à aller voir le film? Je pense qu'on va rester sur ce qu'avait dit Villeneuve et ses acteurs après avoir été interpellé par une spectatrice pendant l'avant-première. Elle avait crié dans la salle "Vive le cinéma", et Villeneuve l'a repris le point levé. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour moi. C'est un film de cinéma, c'est à voir au cinéma. Les gens sont pas scotchés sur des plateformes toute la journée, c'est pas vrai. Ils ont envie d'aller voir des films de cinéma. Et un film comme Dune, ce serait dommage de pas profiter du savoir-faire d'un grand réalisateur et certainement d'une grande équipe qui l'accompagne et d'acteurs très très bons. Voilà, ne pas profiter de ça et attendre que le film sorte en vidéo ou attendre qu'il sorte sur une plateforme, ce serait dommage. Et voilà, moi je reprends ce qu'ils ont tous dit ce soir-là sur scène, vive le cinéma. Moi, je suis complètement d'accord, on ne peut pas mieux dire. C'est un film spectaculaire, donc allez le voir sur grand écran pour lui rendre justice. Et en attendant, j'attends le deuxième film et surtout le troisième film comme le Messie. Voilà. Ouais, je trouve que le mot de la fin par Rodolphe, c'est parfait. C'est qu'effectivement, il faut retourner au cinéma et surtout, moi, c'est le genre de film qui me fait revenir au cinéma, quoi, parce que c'est un rêve de cette adaptation. C'est quand même extrêmement intense. On sent qu'il y a quand même beaucoup de talent, de passion, d'amour qui ont été mis dedans. Donc si vous n'allez pas voir ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller au cinéma, quoi? Voilà. Si Dune ne satisfait pas votre besoin de grands films, grand public, euh, vous êtes perdu pour le cinéma. Voilà. Ça marche. Alors, évidemment, je suis pareil que mes amis. J'encourage beaucoup de gens à aller voir ce film. Moi, ce que j'ai voulu à faire après ce film, c'est de le revoir assez rapidement, parce que je me suis vraiment focalisé sur le respect de l'adaptation ou pas, et du coup voilà, il y avait beaucoup d'attentes de mon côté, et là j'ai envie de le revoir pour savourer différemment, pour voir autre chose, la mise en scène, la lumière, les costumes. Je trouve le film vraiment remarquable et on a envie de le revoir, et ça aussi c'est pas courant. Ça veut dire que des fois vous voyez un film, vous avez passé 2 heures, 2 heures et demie, c'est bon, on passe à autre chose, next quoi. On consomme du cinéma maintenant, et des films un peu comme des pop-corn, et puis on passe vraiment à autre chose. Là il y a une vraie envie, en tout cas de mon côté, il y a vraiment une envie de revoir ce film et de le savourer et d'analyser. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas dit, j'ai envie d'aller revoir un film. Quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas d'aller voir 3 ou 4 fois un film que j'avais adoré. En vieillissant, je pense qu'on est tous pareils. On a moins le temps et surtout, on a peut-être moins envie de revoir 3-4 fois des films au cinéma, à part des énormes chefs-d'œuvre qui nous ont vraiment marqués. Et là, moi, je suis content parce que j'ai envie de le revoir au moins une deuxième fois. Et pourquoi pas avoir une troisième pour pousser le vice, mais au moins sur une deuxième fois pour encore plus analyser. Et puis parce que j'ai trouvé l'ambiance de ce film incroyable et qu'on est immergé. Et que pendant 2 heures et demie, on voyage sur Arrakis et que ça fait du bien de pouvoir s'évader au cinéma. Et en effet, c'est quand même un art collectif, le cinéma. Et j'ai hâte de le voir on l'a vécu au Grand Rex, on a vécu quelque chose, je pense. Les gens avaient de l'attente.
bien sûr, c'était un public qui était fan de Dune ou qui voulait voir le film. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir dans d'autres conditions, dans d'autres salles de cinéma, pour peut-être ressentir aussi ce que va se voir le public qui peut-être ne connaît pas du tout Dune et qui va être happé par ce film. Et ben, c'est la fin de ce podcast. On va tous se retrouver, je pense, prochainement pour le festival Dune qui aura lieu à la fin de la semaine au Batignolles, au 7 Batignolles à Paris. Donc n'hésitez pas à les réserver sur le site de C'est plus que de l'ASF, un des deux passes, le 18 ou le 19 septembre. Et ben, je vous dis à très bientôt les amis, et puis bon film pour ceux qui iront voir Dune à partir de mercredi. Nous sommes la maison Atreides. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie. Souris, Gurney. C'est ce que je fais, monseigneur. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte. Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. Tu dois être prêt. T'as jamais rencontré les Harkonnen? Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires. Le fils du duc est trop clairvoyant. Dune est à moi. Tuez-les tous. Dieu du ciel. Faites décoller tous nos appareils armés. En avant! C'est une extermination en règle. Ils éliminent les proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides? Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre.